Lorsque Manon Lefèvre, dans la vingtaine, se présenta devant le portail en fer forgé du domaine d'Arthur de Montclerc, une petite fille de 4 ans dans les bras, elle ignorait que sa requête désespérée allait bouleverser la vie de 2 êtres. Vêtue de vêtements usés, les cheveux en désordre et les yeux embués de larmes, Manon murmura des mots qui laissèrent Arthur sans voix. « Avant de nous plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous suivez. Nous serions ravis de connaître vos pensées. Monsieur, pardonnez mon audace, mais y aurait-il un quelconque travail à faire, un peu de ménage, en échange d'un repas chaud, pour elle ?» Et lorsque le regard d'Arthur se posa sur le visage de l'enfant, son monde s'effondra. Ses yeux, ce sourire naissant, ce visage ovale, tout en elle était un reflet, une copie incroyablement parfaite de sa propre fille, Léa, décédée 5 ans plus tôt dans un tragique accident. Ou peut-être que Léa n'était jamais vraiment partie. Le domaine de Montclerc se dressait, majestueux, au cœur de la vallée de la Loire, une sentinelle de pierre entourée de vignobles s'étendant à perte de vue, baignée dans la douce lumière d'un crépuscule d'automne. Arthur de Montclerc, 46 ans, un magnat de l'industrie dont la fortune avoisinait le milliard d'euros, se trouvait dans son bureau lorsque la sonnette retentit dans l'immense et silencieuse demeure. C'était un soir de novembre. Un vent froid transportait les senteurs de la terre humide et des feuilles mortes. Arthur n'attendait personne. Depuis 5 ans, il s'était muré dans le silence de son propre domaine, depuis que sa femme, Hélène, et leur fille, Léa, avaient péri dans l'accident de voiture qui avait brisé sa vie. Les seules présences qu'il tolérait étaient celles de sa gouvernante, 3 fois par semaine, et de ses avocats pour les affaires urgentes. Un deuxième coup de sonnette le tira de sa rêverie avec une pointe d'agacement. Arthur quitta le profond fauteuil en cuir où il consultait des rapports financiers et se dirigea vers le hall d'entrée. Sur l'écran de son interphone vidéo, il distingua une silhouette féminine floue, tenant quelque chose dans ses bras. Probablement une vendeuse ou une organisation caritative. Mais lorsqu'il ouvrit la lourde porte en chêne, la scène qui s'offrit à lui coupa le souffle. Devant lui se tenait une jeune femme, d'environ 25 ans peut-être, aux longs cheveux bruns décoiffés par le vent et aux yeux d'un vert profond, chargé d'un désespoir poignant. Elle portait un jean usé, un pull sombre et de vieilles baskets. Dans ses bras, elle serrait une petite fille d'environ 5 ans aux boucles blondes, dont le petit visage endormi reposait paisiblement sur son épaule. La jeune femme tremblait, pas seulement de froid, mais de cette peur et de cette humiliation qui précède l'acte de demander de l'aide. Lorsque son regard croisa celui d'Arthur, des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues. D'une voix brisée, elle prononça les mots qui allaient tout changer, proposant de faire son ménage en échange d'un repas pour sa fille. Elle n'avait rien mangé depuis 2 jours. Arthur sentit quelque chose remuer au fond de sa poitrine, une émotion qu'il croyait avoir enterrée à jamais. Mais alors qu'il observait la femme qui implorait son aide, l'enfant dans ses bras s'éveilla doucement. Elle releva la tête de l'épaule de sa mère et regarda Arthur avec de grands yeux bleu azur encore ensommeillés. À cet instant précis, le temps s'arrêta. Arthur resta figé, le regard rivé sur le visage de l'enfant. Ses yeux d'un bleu profond étaient les siens, le visage ovale, un petit grain de beauté juste au-dessus de la lèvre, et même cette façon de pencher la tête, l'air interrogateur. C'était comme regarder dans un miroir du passé, comme revoir sa propre Léa à l'âge de 4 ans. 4 ? Oh. La ressemblance était si stupéfiante, si parfaite dans les moindres détails, qu'Arthur dut s'agripper au cadre de la porte pour ne pas vaciller. Son cœur battait comme un tambour de guerre dans sa cage thoracique. D'une voix tremblante, à peine audible, il demanda le nom de l'enfant. La réponse fut comme un coup de foudre. Léa.
La petite fille s'appelait Léa, exactement comme sa fille est disparue. Le monde d'Arthur se fissura. C'était impossible. Sa Léa était morte il y a 5 ans. Il avait identifié son corps à la morgue, organisé ses funérailles, pleuré sur sa tombe pendant des mois. Et pourtant, cet enfant, sans un mot de plus, Arthur les fit entrer. Tandis que Manon pénétrait dans le château, tenant toujours Léa dans ses bras, Arthur ne pouvait détacher son regard de la petite. Chaque geste, chaque micro-expression de l'enfant était un écho douloureux et miraculeux de sa fille. C'était comme si le fantôme de son passé venait de se matérialiser devant lui. Mais comment cela était-il possible? Et qui était vraiment cette femme qui se présentait comme la mère de Léa? Arthur les conduisit au grand salon, où un feu crépitait dans l'imposante cheminée, diffusant une chaleur réconfortante. La petite fille observait tout avec de grands yeux, fascinée par l'espace et le mobilier, tandis que Manon semblait encore abasourdie d'avoir été accueillie. Tout en préparant de la nourriture dans la cuisine, Arthur gardait un œil sur Léa. Elle était assise sagement près de sa mère, jouant avec une vieille poupée de chiffon élimé, probablement son seul trésor. Chacun de ses mouvements ne faisait que confirmer l'incroyable ressemblance. Il revint avec un plateau chargé de nourriture. Manon le remercia, les larmes aux yeux, tandis que Léa se jetait sur la nourriture avec un appétit qui en disait long sur sa faim. Arthur les invita à raconter leur histoire. Manon expliqua qu'elle était veuve depuis 2 ans, son mari Paul étant décédé dans un accident de chantier. Depuis, elle luttait, enchaînant les petits boulots. Elle avait perdu son dernier emploi 3 mois plus tôt, et avec lui, son logement. Depuis, c'était la vie dans leur voiture, dans les foyers d'urgence. Mais l'attention d'Arthur était entièrement captivée par Léa. Elle avait fini de manger et observait maintenant les tableaux accrochés au mur. Lorsqu'elle aperçut un portrait de famille montrant Arthur, Hélène et leur Léa, elle se leva et s'approcha. D'une petite voix, elle toucha la vitre et murmura « La petite fille, elle me ressemble ». Manon, suivant le regard de sa fille, devint visiblement pâle. Arthur expliqua que c'était sa fille, Léa, décédée il y a 5 ans avec sa femme. Un lourd silence s'installa. C'est à ce moment-là que Léa fit quelque chose qui glaça le sang d'Arthur. Elle se tourna vers lui et l'appela papa, avec la même intonation, la même tendresse que sa propre fille utilisait. C'était impossible. Manon, paniquée, attrapa rapidement la main de Léa, s'excusant et expliquant que l'enfant devait être confuse. Arthur se leva brusquement et se dirigea vers son bureau. Il devait vérifier quelque chose qui pourrait expliquer l'inexplicable. Il ouvrit son coffre-fort et en sortit un dossier qu'il n'avait pas touché depuis des années, tous les documents relatifs à l'accident. Il les relut fiévreusement, cherchant un détail qu'il aurait pu manquer, et il le trouva. Dans le rapport de l'hôpital, il y avait une note manuscrite en marge « Identification problématique en raison de l'état des corps. Vérification ADN complémentaire demandée ». Cette note, il ne l'avait jamais vue. En cherchant plus loin, il tomba sur un autre document, une demande de test ADN portant sa signature, mais agrafée à une note indiquant « test annulé » à la demande de la famille. Il n'avait jamais rien annulé. Il retourna au salon, les mains tremblantes. Léa s'était endormie sur le canapé, blottie comme un petit ange, et Manon la couvrait tendrement d'un plaid. Arthur posa une question cruciale à Manon. Savait-elle quelque chose sur les origines de Léa? Était-elle sa fille biologique? Manon, se sentant offensée, répondit que bien sûr, c'était sa fille, qu'elle l'avait mise au monde à l'hôpital de Tours en 2020. Arthur s'assit et lui dit qu'il pensait qu'il y avait quelque chose qu'ils devaient découvrir ensemble. Quelque chose que quelqu'un avait caché pendant 5 longues années. Le lendemain matin, après une nuit blanche, Arthur descendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner, une chose qu'il n'avait pas faite depuis très longtemps. Quand Léa arriva, elle courut vers lui en souriant et le remercia de les avoir laissés dormir ici.
Arthur s'agenouilla à sa hauteur et lui demanda si elle avait des souvenirs de quand elle était toute petite, avant de vivre avec sa maman. L'enfant réfléchit puis secoua la tête, ne se souvenant que de maman Manon et papa Paul. Arthur annonça à Manon qu'il devait se rendre à l'hôpital de Tours. Il soupçonnait une erreur, ou pire. Il lui exposa son hypothèse, il croyait que l'enfant qu'il avait enterré n'était pas Léa, et que sa Léa, sa fille, était bel et bien celle qu'il croyait morte. 1 heure plus tard, ils arrivaient à l'hôpital. Arthur avait pris contact au préalable et avait un rendez-vous avec le docteur Durand, le chef du service de pédiatrie, qui était déjà en poste 5 ans plus tôt. Le médecin les accueillit avec un air inquiet. Quand Arthur lui demanda de bien regarder Léa, le médecin observa la petite et devint livide, murmurant « c'est impossible ». Le médecin se leva et se dirigea vers une armoire à dossiers. D'une main tremblante, il en sortit un dossier et l'ouvrit sur son bureau. Ce qu'il révéla les laissa sans voix. La nuit de l'accident, il n'y avait pas eu qu'une seule voiture accidentée. Une autre, transportant d'un couple et leur jeune enfant, avait été percutée. Le couple était mort sur le coup, leur enfant avait survécu. Une erreur tragique avait été commise lors de l'identification dans le chaos des urgences. Les corps étaient si abîmés que les identités des 2 petites filles avaient été échangées. L'enfant qu'Arthur avait enterré était la fille de l'autre famille. Léa, sa Léa, avait survécu et avait été envoyée à l'orphelinat en tant que seule survivante de l'autre famille. Peu de temps après, Manon et son mari, Paul, qui était sur liste d'attente, avaient déposé une demande d'adoption. Par une série de hasards administratifs, Léa leur avait été confiée sous une nouvelle identité. Personne n'avait jamais su l'erreur initiale. Arthur regarda Léa, qui l'observait de ses yeux bleus innocents. Sa fille était vivante. Elle l'avait toujours été, grandissant à quelques kilomètres de lui sans qu'il le sache. Mais le docteur Durand ajouta qu'il y avait autre chose. L'erreur n'était peut-être pas entièrement accidentelle. Le médecin ferma la porte de son bureau et se rassit, l'air grave. Il expliqua que peu après l'accident, il avait reçu un homme élégant qui s'était présenté comme l'avocat de la compagnie d'assurance d'Arthur. L'homme avait des documents convaincants et connaissait des détails intimes sur la famille. Il avait insisté pour épargner à Arthur le choc psychologique supplémentaire de gérer les procédures, arguant que le père était effondré. Le médecin, jeune et inexpérimenté à l'époque, l'avait cru. Ce même homme avait également fait un don substantiel à l'hôpital. Peu de temps après, c'est ce même homme qui était revenu, expliquant que l'enfant survivante de l'autre accident devait être placé au plus vite et qu'il avait trouvé un couple parfait, Manon et Paul. Arthur comprit soudain l'ampleur de la manipulation. Quelqu'un avait tout orchestré. Lorsque le médecin décrivit l'homme la cinquantaine, les cheveux grisonnants, une cicatrice distinctive sur le dos de la main gauche, Arthur le reconnut immédiatement. C'était Frédéric Garnier, son ancien associé, qu'il avait renvoyé et dénoncé pour fraude à grande échelle juste avant l'accident. Garnier avait toujours été jaloux de son succès et avait juré de se venger. Le docteur Durand révéla un dernier détail troublant. Il avait surpris Garnier au téléphone 1 fois, disant que de Montclair ne doit jamais savoir qu'elle est en vie, que sa douleur est le prix à payer. Arthur serra les poings. Garnier ne lui avait pas seulement volé des millions d'euros, il lui avait volé 5 ans de la vie de sa fille, 5 ans de moments irremplaçables. Manon, qui avait tout écouté en silence, intervint. Elle dit à Arthur de penser d'abord à Léa. L'enfant avait besoin de stabilité, pas de vengeance. Arthur regarda Léa, qui lui sourit, et l'appela à nouveau papa, si naturellement. Le cœur d'Arthur se brisa et se ressouda en un seul et même instant. Le trajet du retour se fit dans un silence chargé d'émotions. Arthur installa Léa dans une des chambres d'amis, lui souhaitant bonne nuit pour la première fois en 5 ans. Au salon, il retrouva Manon. La conversation était inévitable et difficile.
Manon expliqua que Léa était toute sa vie, la seule famille qui lui restait. Arthur répondit qu'il comprenait, mais que Léa était aussi sa fille, et qu'il avait pleuré sa mort pendant 5 ans sur une tombe vide. « Et moi, rétorqua Manon, la voix tremblante mais ferme, j'ai passé 4 ans à l'aimer comme ma propre chair, à la soigner, à la consoler, à lui apprendre à marcher et à parler. » Arthur se tenait près de la fenêtre, face à un dilemme cornélien. Briser un lien pour en restaurer un autre, c'est alors qu'une idée lui vint. « Et si nous n'avions pas à choisir ?» proposa-t-il. Léa avait besoin de lui, son père biologique, mais aussi d'elle, la seule mère qu'elle ait jamais connue. Il leur proposa de devenir une famille, tous les 3, ensemble. Ils ne parlaient pas de mariage, mais de vivre ensemble, d'élever Léa ensemble. Manon n'avait ni maison ni travail. Le château était immense. Ce n'était pas de la charité, mais une nécessité pour le bien de l'enfant. Manon réfléchit longuement. Et Garnier demanda-t-elle. « Nous ne pouvons pas le laisser impuni. » Ils décidèrent de l'affronter ensemble. Le lendemain, ils découvrirent que Garnier vivait dans une luxueuse villa près de Marseille, achetée avec l'argent volé. Le soir même, ils s'y rendirent. Quand Garnier ouvrit la porte, son assurance se mua en terreur en voyant Arthur. Acculé, Garnier avoua tout, sa haine, sa ruine et le désir de faire ressentir à Arthur une douleur similaire. Il avait tout orchestré. « Comment avez-vous pu utiliser une enfant innocente ?» cria presque Manon. Garnier balbutia qu'il pensait qu'elle serait mieux loin d'Arthur, qu'il ne voulait pas lui faire de mal, seulement faire souffrir son père. Arthur s'approcha, sa colère froide comme la glace. « Vous avez volé 5 ans de la vie de ma fille, 5 ans à pleurer sur une tombe vide. » Puis il sortit son téléphone, lui montrant qu'il enregistrait leur conversation. « Vous venez d'avouer un enlèvement, un faux et usage de faux, de la corruption. Vous finirez vos jours en prison. Mais avant que j'appelle la police, sachez ceci, votre plan de vengeance a échoué. Au lieu de détruire ma famille, vous en avez créé une nouvelle, encore plus forte. Léa a eu une mère merveilleuse qui l'aime. Et maintenant, nous sommes une famille de 3. Elle aura le père qu'elle mérite et la mère qui l'a élevée avec amour. Vous avez essayé de briser une famille, mais vous en avez forgé une autre. » 3 mois plus tard, le domaine de Montclair était métamorphosé. Les rires de Léa résonnaient dans les couloirs. Manon avait accepté de rester. Entre elle et Arthur, une affection profonde et un respect mutuel s'étaient installés, cimentés par leur amour commun pour Léa. Ce n'était pas encore de l'amour romantique, mais c'était une famille. Garnier fut condamné à 10 ans de prison. Un soir de printemps, alors que Léa jouait dans le jardin, Arthur et Manon la regardaient depuis la terrasse, admirant le coucher de soleil sur la Loire. Le destin avait pris des chemins étranges. Parfois, les plus belles choses naissent des circonstances les plus douloureuses. Léa courut vers eux, ses cheveux blonds brillant dans la lumière dorée, les appelant tous les deux pour venir jouer. Ils se regardèrent et sourirent. Cet enfant les avait réunis. Ils se levèrent et la rejoignirent dans le jardin, les bras grands ouverts. Une famille née de la douleur, nourrie par l'espoir et consolidée par l'amour le plus pur, qui soit celui pour un enfant qui avait su recoller 2 cœurs brisés et les aider à guérir ensemble. Rejoignez-nous pour partager des histoires qui ont du sens en cliquant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant. N'oubliez pas d'activer les notifications pour commencer votre journée avec des leçons profondes et une empathie sincère.